Donc je vais vraiment parler juste 5 minutes de Jean-Paul, parce que contrairement, normalement, les économistes sont connus pour tenir le temps. Et depuis la journée, on a vraiment à chaque fois accumulé du retard. Donc je vais m'en tenir au minimum et puis revenir un peu sur le côté humain aussi de Jean-Paul qui a été évoqué par Étienne et tant d'autres. Étienne a utilisé le terme de bienveillance. Et je crois que c'est vraiment quelque chose qui a marqué. Donc je suis professeur au département d'économie depuis 2009, donc un des premiers. Et j'ai été donc aussi en partie recruté par Jean-Paul. En fait, tout le monde dit qu'il a été recruté par Jean-Paul, mais en fait, c'est pas vraiment vrai. C'est pas Jean-Paul qui recrute tout le monde. Au fur et à mesure, le département grossit, donc Jean-Paul était un de ceux qui recrutaient. Mais la culture de bienveillance, entre guillemets, qui a été instaurée par Jean-Paul, c'est vrai, celle-là, elle a perduré au département que je dirige pendant encore un an. Et en particulier, on se disait au départ de cette aventure qu'on pouvait à la fois recruter des gens qui étaient académiquement excellents, mais aussi sympathiques. Et cette culture est restée, et Jean-Paul était vraiment partie intégrante de cette culture du département et des constructeurs, ce qui a été dit aussi. Jean-Paul était un constructeur, et ça s'est vraiment transmis dans cette culture. Un autre trait de caractère de Jean-Paul que j'ai pas mal connu ces dernières années a été l'humour. En fait, ça n'a pas été beaucoup évoqué, mais Jean-Paul est quelqu'un qui avait énormément d'humour. Et dans des situations de temps en temps compliquées, j'ai siégé au conseil d'administration de Sciences Po avec Jean-Paul pendant quelques années. Étienne, on a été un certain nombre. Ce n'est pas toujours des réunions très faciles et ce n'est pas toujours des réunions très agréables. Et un point constant de Jean-Paul, c'est sa capacité d'abord à défendre le point de vue académique. Dans le conseil d'administration de Sciences Po, en fait, ça paraît très évident, mais ce n'est pas toujours évident de défendre les académiques et de désamorcer de temps en temps des discussions un petit peu compliquées avec un humour désarçonnant pour les gens avec qui il n'est parfois pas du tout d'accord. Et c'est quand même quelque chose où on apprend comment effectivement rester ferme quand on a de l'humour, et c'est quelque chose qui... notamment lors des discussions, j'ai vu que notre présidente Laurence Bertrand-Dorléac était là tout à l'heure dans la salle, lors des discussions sur la succession à la présidence, qui était quand même une crise assez sévère. Jean-Paul a été incroyablement précieux pour que cette maison tienne debout et se retrouve une présidente. Enfin. Une autre chose est vraiment en 2 minutes sur ce qui m'a frappé beaucoup. À la fois, donc, Philippe a évoqué tout à l'heure la construction du département d'économie, avec l'histoire de Thomas Piketty et Richard Descoings. Et en fait, le courage intellectuel qu'il a dû falloir aussi à quelqu'un comme Jean-Paul, qui, à l'époque, était l'économie à Sciences Po. En fait, ça se résumait à Jean-Paul Fitoussi. Et donc, se dire qu'on va changer totalement le mode de recrutement, le type de personnes qu'on recrute, quelle est l'ambition? En fait, quand on est déjà complètement quelqu'un qui a achevé sa carrière, entre guillemets, en termes de réputation, qui n'a plus rien à prouver, c'est un courage intellectuel incroyable qu'on retrouve, je trouve, dans ce qui a été évoqué beaucoup aujourd'hui, qui est son courage intellectuel dans sa recherche et dans sa pensée, qui est de se poser les vraies bonnes questions qui peuvent déranger l'économiste. Donc on est des économistes ici, on fait tous des modèles, et on sait bien comment faire un modèle et faire des robustesses autour des modèles pour que ça ne change pas trop ce qu'on va trouver, ou en tout cas pour, de temps en temps, s'assurer de la robustesse dans une certaine mesure. Et ce qui a été évoqué beaucoup aujourd'hui, et on va en parler dans cette table ronde, c'est pour Jean-Paul de se poser la question de mais la croissance de quoi? Qu'est-ce qu'on mesure exactement? Et quand on commence à se poser des questions sur la croissance, à savoir qu'est-ce qu'on mesure? Ne pas avoir peur, on a parlé de thermomètre tout à l'heure à la première session, ne pas avoir peur de dire bah, le thermomètre est mauvais, donc en fait on mesure des trucs de croissance qu'on ne sait pas trop si c'est vraiment intelligent. De se poser la question du moteur de la croissance, est-ce qu'on réfléchit au bon système, au bon modèle capitaliste ou pas? Et de ne pas avoir peur de se poser la question des limites de la croissance dans les contraintes, et en particulier on va entendre Olivier Blanchard qui va nous parler tout à l'heure aussi un petit peu, je crois, de limites avec le réchauffement climatique. C'est prendre des risques, c'est oser se mettre en danger, et c'est assez rare pour un académique pour être souligné, et je voulais lui rendre hommage aussi pour ça. Donc nous allons avoir dans cette session, dans l'ordre, Philippe Aghion, qui va nous parler et qui va essayer de repenser le capitalisme
post-Covid. Nous allons ensuite avoir Olivier Blanchard qui me dit qu'il allait parler de déglobalisation et de limites climatiques, et Martine Durand qui va nous dire où est-ce qu'on en est après 15 ans, 12 ans d'initiative de l'OCDE, d'initiative de mieux mesurer le bien-être par rapport à ce qu'on savait faire avant. Où est-ce qu'on en est 15 ans après. Voilà, je laisse la parole tout de suite à Philippe Aghion et je vais m'asseoir. Là, c'est bien. Voilà. Donc, évidemment, c'est un grand moment d'émotion d'être ici pour célébrer la mémoire de Jean-Paul. En fait, j'ai connu Jean-Paul parce que j'étais revenu des États-Unis. J'avais fait un PhD à Harvard et j'avais été assistant professeur au MIT pendant 2 ans. Et j'étais revenu en France. Et Jacques Lecacheux, qui n'est plus dans cette salle, je ne sais plus s'il est là, mais il m'avait dit, tu sais, ah ben voilà Jacques, tu es là, tu te souviens, tu étais venu me dire, mais tu sais, pourquoi tu ne viens pas faire à l'OFCE, passer 1 ou 2 jours par semaine à l'OFCE. Et donc Jacques m'a fait venir à l'OFCE, qui était à l'époque Quai d'Orsay, et je pense que j'ai dû perturber beaucoup l'endroit parce qu'au bout d'une semaine, Jean-Paul a essayé de dire comment je peux me débarrasser de lui, quoi. Et comment je peux me débarrasser de lui, il me dit, prends ton manteau, on va à l'Élysée voir Jacques Attali. Donc on va voir Jacques Attali, et Jacques Attali, voilà, je construis quelque chose qui s'appelle la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, EBRD, et voilà, est-ce que tu voudrais être député de chief économiste, etc. Moi, j'étais un petit peu embêté parce que je voulais être chercheur, je ne voulais pas abandonner la carrière académique, mais mes parents m'ont dit, mais tu es fou, c'est passionnant, Gorbatchev, la transition, il faut y aller, etc. Donc, hop, on est parti, voilà. Et on se posait la question de la transition de l'économie planifiée vers l'économie de marché, vers le capitalisme. Alors moi, dans ma jeunesse, comme tous les gens de ma génération, on s'était préoccupé de la transition inverse. Nous, on voulait passer, quand on était jeune, du capitalisme vers le socialisme. Et tout d'un coup, on devait passer à cette transition-là. On est plein de copains comme ça. Voilà. Donc la question, c'était... Et c'est là que j'ai connu Joe, Ned, Viviana, tous mes amis. Voilà, ça a été la grande aventure de la transition et de la Baird. D'accord ? La question, c'est quel capitalisme ? Il y a ce que certains appellent le cutthroat capitalism, c'est le capitalisme coupe-gorge, qui est et je vais vous montrer tout à l'heure, qui est un peu le capitalisme anglo-saxon, en gros, et américain notamment, qui n'est pas social mais innovant. Et puis tu as le capitalisme plutôt européen, scandinave, allemand, qui est plus protecteur, mais peut-être un peu moins innovant. Alors, pour montrer un petit peu ce que c'est que, évidemment, donc le modèle social aux États-Unis, ça a été montré par le Covid encore plus, n'est pas merveilleux. Et le Covid a également montré que le modèle d'innovation européen n'est pas merveilleux non plus. Si tu veux regarder, par exemple, regardez là, le Gini, c'est une mesure d'inégalité globale, d'accord ? Plus le Gini est élevé, plus tu as d'inégalité. C'est l'écart à l'égalité parfaite. Si tout le monde gagnait la même chose, le Gini serait à 0. Si tu es très inégal, le Gini est à 1. Et tu vois que les États-Unis ont un Gini de manière très au-dessus de l'Allemagne, de la France, des pays scandinaves, d'accord ? Donc beaucoup plus inégaux que nous, l'inégalité globale. Tu regardes le taux de pauvreté, également, les États-Unis sont très au-dessus de la France, de l'Allemagne et des pays scandinaves. Donc déjà, ça, c'est pas... Autre chose qui n'est pas bon, c'est cette courbe-là, qui est due à Anne Case et Angus Deaton, et c'est ce qu'on appelle le White Non-Hispanic Death of Despair, c'est-à-dire que ça montre le taux de mortalité des White Non-Hispanics unskilled, c'est-à-dire qui n'ont pas été au-delà du secondaire, et qui sont, disons, middle age, entre 50 et 54 ans. Et ce que tu vois, c'est qu'aux États-Unis, on peut pointer, moi je ne peux pas rester assis longtemps, tu vois que ça, depuis l'ère 2000, ça augmente, alors que dans les pays, en France et en Allemagne, ça baisse, d'accord ? Donc, et ce qui montre, c'est que c'est très lié au fait qu'aux États-Unis, quand tu perds ton emploi, tu as une probabilité de perdre l'assurance santé, tu as une grande probabilité de devenir pauvre, tu perds ton statut.
ta famille se disloque, donc les gens sont stressés, ils prennent des opioïdes, ils prennent des antidépresseurs, ils se mettent à bouffer plein de pizzas et le taux de mortalité augmente. Voilà. Ça, c'est ce qui se passe. Tu comprends tout, tu vois, il comprend tout. Il comprend tout. Il me dit qu'il ne comprend pas le français, il comprend très bien. Voilà. Donc, ça, c'est le modèle social américain qu'on ne veut pas avoir, quoi, évidemment. Hein. Maintenant, d'un autre côté, on the other hand, comme dirait dans Fiddler on the Roof, on the other hand, les Américains sont meilleurs que nous en innovation. Là, je vous montre le flux de brevets triadiques. Les brevets triadiques, c'est des brevets qui sont enregistrés au US Patent Office, au Japanese Patent Office et au European Patent Office. C'est les bons brevets, quoi. Et tu vois que les Américains, par million d'habitants, sont très au-dessus de la moyenne européenne, très au-dessus de la Chine. En innovation, ils sont bien meilleurs que nous. Ils ont un écosystème d'innovation bien meilleur que le nôtre. Moi, je vois même dans mon domaine, dans l'économie, les moyens qu'on dispose des économistes. Moi, ici, je viens de recevoir une grant de la Banque de France. Le Collège de France veut m'en prendre une partie pour payer le chauffage de la Banque du Collège de France. Tu vois, on n'a pas de, on ne peut pas se chauffer. C'est la pauvreté chez nous, c'est la misère. Bon, voilà. Mais eux, ils ont un bon écosystème d'innovation. Donc, si tu veux, le capitalisme que nous voulons, c'est on veut le beurre et l'argent du beurre. On veut combiner... on veut un modèle, on veut être innovant comme les Américains et on veut garder un modèle protecteur et inclusif comme en Europe. Il y a des gens qui pensent, certains copains à moi, que c'est either or. Si tu choisis d'être plus innovant, forcément tu es moins inclusif et moins protecteur. Et si tu choisis d'être plus inclusif et protecteur, forcément tu dois sacrifier d'être innovant. Je pense que c'est bullshit, je pense que c'est pas vrai, voilà. Donc je pense que il y a des politiques qui te permettent d'être plus innovant et plus inclusif et protecteur. Je vais vous en donner 3. L'un, c'est la flexi-sécurité sur le marché du travail. Je vous ai parlé des deaths of despair tout à l'heure. Mais au Danemark, quand tu es au chômage au Danemark, pendant 2 ans, tu touches 90% de ton salaire et l'État t'aide à trouver un nouvel emploi. Et si tu refuses plus que 2 emplois dans ta qualification, tu perds tes assurances. C'est un merveilleux système. Pourquoi? Parce que ça fait que la destruction créatrice, qui est ce processus par lequel les nouvelles innovations remplacent les anciennes technologies, eh bien, ça fonctionne bien au Danemark, parce que ce n'est pas un drame de perdre son travail au Danemark. Tu peux toujours rebondir sur un nouvel emploi. Tu vois, et donc ça, c'est très efficace, ça fait que l'innovation marche bien au Danemark, mais en même temps, il n'y a pas de death of despair. Je montre juste simplement, ça c'est un travail qui est dû à une collègue, Alexandra Roulet, qui maintenant conseille Macron à l'Élysée, mais qui est ma collègue à l'INSEAD, et elle compare la santé d'un travailleur danois dans une entreprise qui ferme à la santé d'un travailleur danois aussi qualifié, aussi éduqué et aussi expérimenté, dans une entreprise qui ne ferme pas. Elle fait ce qu'on appelle un diff in diff. Tu vois qu'il n'y a aucun effet de perdre son emploi au Danemark sur la consommation d'antidépresseurs. Il n'y a aucun effet au Danemark de perdre son emploi sur la probabilité d'avoir un problème circulatoire. Il n'y a aucun effet au Danemark sur la mortalité de perdre ton emploi. Donc voilà, la flexi-sécurité, c'est quelque chose qui te rend plus innovant et plus protecteur en même temps. Voilà une politique. J'en donne une autre maintenant. L'éducation. Là, je représente la probabilité d'innover en fonction du revenu des parents. Alors, la courbe à gauche, c'est basé sur un travail de Bell, Chetty, Jaravel, Petkova. Et tu vois que quand tu as des parents qui ont des revenus dans le top income, tu as beaucoup plus de chances d'innover. Tu as une courbe en J. Tu vois que tu as la même chose, c'est sur données historiques. Tu as la même chose sur données historiques aux États-Unis. Ce qui était très surprenant, c'est que tu as la même chose en Finlande, où l'éducation est gratuite et où, en même temps, elle est de très bonne qualité. On était surpris qu'en Finlande également, ça soit important, mais parce qu'en Finlande, la raison, c'est que les parents qui gagnent plus, c'est les parents plus éduqués, et ils donnent à leurs enfants non seulement du savoir, mais ils leur transmettent aussi aspirations. Donc c'est pour ça que tu as également cette relation en Finlande. Et en Finlande, si je contrôle pour l'éducation des parents, tu vois que cette courbe s'aplatit beaucoup. Donc en Finlande, c'est parce que c'est vraiment les parents qui gagnent plus, c'est pas parce qu'ils donnent plus d'argent pour l'éducation, tout est gratuit. Mais c'est les parents qui savent plus de choses et ils communiquent knowledge and aspirations. Okay. Alors maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'en Finlande, il y a eu une réforme de l'éducation en 1970. Et cette réforme de l'éducation,
Avant, c'était le certificat d'études et peu de gens allaient jusqu'à la fin des études secondaires. Maintenant, tout le monde en Finlande va jusqu'à la fin des études secondaires et il y a la réforme que moi, je voudrais qu'on fasse en France depuis des lustres et qu'on ne fait pas pour le moment. C'est-à-dire très bon système avec suivi des élèves, avec statut des profs, etc. Eh bien, tu vois que cette réforme de 70, quand je me regarde la probabilité d'innover pour des gens qui sont passés par le système éducatif finlandais après 70, comparé à avant, tu vois que la réforme de 70, elle a énormément augmenté la probabilité d'innover pour des gens qui sont justement, dont les parents n'ont pas beaucoup de moyens. Et donc, tu vois que la réforme de l'éducation, en fait, le problème que nous avons, nous, c'est qu'il y a beaucoup de ce qu'on appelle des Einstein perdus. Il y a beaucoup de gamins, d'enfants intelligents, mais ils ne peuvent pas devenir innovateurs parce qu'ils n'ont pas des parents qui peuvent leur donner le savoir et les aspirations. Tu fais une réforme finlandaise, eh bien tu augmentes le nombre d'innovateurs potentiels, donc tu augmentes le potentiel d'innovation, mais en même temps, tu rends la croissance plus inclusive. Et la dernière chose, c'est la concurrence. Tu sais que la concurrence aux États-Unis, eh bien, le gros problème, on sait qu'il y a eu un déclin de la croissance aux États-Unis dans la dernière période, et on sait que c'est parce qu'il y a eu l'émergence d'entreprises superstar firms, oui, on les appelle les GAFAM. Et les GAFAM, ce qu'elles ont fait, c'est qu'au début, quand elles se sont développées, ça a dopé la croissance américaine, mais elles ont fini par inhiber, par décourager l'entrée de nouvelles entreprises. Eh bien, si tu as une meilleure politique de concurrence aux États-Unis, tu vas avoir plus d'innovation parce que tu vas permettre l'entrée de nouvelles firmes innovantes. Et en même temps, eh bien, l'entrée de nouvelles firmes innovantes, ça crée de la mobilité sociale. Voilà au moins 3 politiques, flexi-sécurité, éducation et concurrence, qui te rendent plus innovant et plus inclusif. Alors, je veux juste terminer d'une minute. Je reviens à Jean-Paul partageait cette idée que tu peux tout à fait devenir plus innovant et en même temps plus inclusif et plus protecteur. Et en fait, on va revenir à la transition en Europe de l'Est. On avait grand débat avec Joe, justement. En fait, à l'époque, beaucoup de gens poussaient pour le Washington Consensus. Et le Washington Consensus, c'était pas du tout pour aller vers le capitalisme dont je viens de parler, quoi. Parce que l'éducation, c'est pas dans le Washington Consensus. La flexi-sécurité et les safety nets, c'est pas dans le Washington Consensus. Et ce qu'ils ont fait avec le Washington Consensus, la privatisation, notamment en Union soviétique, ils ont poussé pour voucher privatization. When they pushed for voucher privatization, they created oligarchs overnight. Ils ont créé des oligarques. On a fabriqué Poutine. En faisant la voucher privatization, on a transformé l'économie soviétique en une économie d'oligarques. Et Poutine est un enfant de ça. Nous avons une énorme responsabilité. Et ça, c'était des grands débats. Je me souviens d'une discussion entre Anders Aslund et Joe Stiglitz, qui est ici. Et Anders Aslund avait eu tort. Et Joe avait raison. Et c'était, tu te souviens, World Bank with Aslund. Aslund was wrong, you are right. Et grassroots capitalisme. On a, et donc il y a 3, et je termine maintenant. Donc déjà, Jean-Paul a compris que la manière dont on faisait la transition en Europe de l'Est, c'était pas du tout pour aller vers ce capitalisme-là, et on a maintenant Poutine. La deuxième chose, sur Maastricht, il comprend très bien qu'il faut l'Europe, mais si on veut pouvoir relever le défi énergétique et faire les investissements dans l'éducation et la santé, il faut réconcilier le fait que nous ayons une dette publique avec la nécessité d'investir dans ces domaines. Donc on ne peut pas mettre toutes les dépenses sur le même plan. Et c'est ça qui est repensé Maastricht. C'est la doctrine Draghi maintenant. Mais Jean-Paul est un précurseur de la doctrine Draghi. Et sur le troisième plan, et c'est terminé, quand on réforme, il faut regarder les effets sociaux de la réforme. Il faut que la réforme puisse être perçue comme efficace et juste par les citoyens. Jean-Paul l'a toujours dit. S'il y avait eu Jean-Paul aux commandes, on aurait évité les gilets jaunes en France. On a eu les gilets jaunes en France parce qu'on n'a pas compris que quand on réforme, il faut que la réforme soit perçue comme efficace et juste par les citoyens. C'était une idée, et maintenant Stéphanie Stancheva travaille là-dessus, mais c'était vraiment des grandes idées. Et vous voyez, transition, Maastricht, comment réformer, et j'ai peur qu'avec les retraites, on refasse les gilets jaunes. Et malheureusement, Jean-Paul n'est pas là pour dire non, ne le faites pas comme ça. Et voilà à quel point je pense qu'il a été quelqu'un de très important et dont la pensée doit continuer de nous inspirer pour les générations futures. Merci beaucoup. Merci beaucoup Philippe. Olivier Blanche, j'espère que
I hope Il nous I'm entend. online. Parfait. Am I online? Oui, Olivier, tu es en Yes, direct. can you hear me? Yes, we can hear you. Very good. Okay, I'm Okay, so terribly the floor sorry. is yours. Thank you so much for inviting me. I mean, I think this is a great event, and I really liked Jean-Paul very, very much. I also apologize for using English. I was told that most of it would be in English, so I prepared in English. It sounds as if I'm in the minority. People have talked about the depth of Jean-Paul's thinking, his passion for truth, and his entrepreneurship. And I really don't have much to add to this except to endorse it and say that I felt all these qualities as I was going along. Let me just close the window if I can. Okay. What I'm going to do is just give a footnote. What Jean-Paul did, he basically, I think, had me participate in or have one of the most exciting intellectual discussions or thinking of my life when he decided to create the, I think it was called the International Policy Group of the OFCE. So he convinced, and he was, as you know, he was very convincing. He convinced Tony Atkinson, John Fleming, Edmond Malinvaud, Ned, and Bob Solow to basically participate in this group, to come to Paris, to discuss things, to discuss current events for 2 days using theory, but applying it to the current issues. And this was incredibly exciting. And I was really the young man in the group. I learned an enormous amount, and it had a really big impact on the rest of my professional life. I basically, over time, shifted from theory to more of an emphasis on policy, because I realized this was both incredibly intellectually exciting and also potentially terribly important, and when you can actually make a difference to policy advice and sometimes even to policy itself. So I'm extremely thankful to Jean-Paul. He played a big role in my life cycle, my professional life cycle. I like the general theme of the session, which is kind of a big issues. And I thought that what I would do would be to focus beyond what the current discussion is, which is inflation, how we get rid of inflation, and so on, and think about the challenges which are going to be facing us for the next few decades. And I decided to pick two. The first one is the implications of the fight against global warming, and the second is deglobalization. And I think on each of these, they are terribly important. They have major implications, and we have a lot of work to do as researchers and then later as policymakers. So let me take the first one. And so this is the issue of how is the fight against global warming going to affect growth and its various dimensions. And here I want to mention a paper that was just written by Jean Pisani-Ferry and Selma Malouf for the Prime Minister, which I think is a really good start thinking about the macro implications of the fight against global warming. So I think let me take three issues there. The first one is growth. As we know, there are people who think that the only way to succeed is to stop growth, and there are people who say just not going to make any difference. It may really make a difference to growth if we're serious about fighting global warming. The measures that we have to take, whether it's a carbon tax, or it's a ban, or it's subsidies, are basically adverse supply shocks. And so we're going to be confronted to a sequence of supply shocks in the future. And the question is, what is this going to do to growth? And it depends on two dimensions. The first one is the static dimension, which is how much can we move away from brown energy, dirty energy, to green energy, given the existing technology. Are there Leontief aspects, which would be very, very costly? And the second is the dynamic one, which is as we go into green energy, what is the rate of technological progress that we can hope to get
out of this, and how does this affect TFP growth at the national level, of a global level, and by implication growth itself. Here, I think that there are kind of two extremes. The first one is that there are indeed Leontief constraints, and we basically will have to slow growth a lot because there's no way we can decrease the amount of CO2 we're producing at some margin. And then the other is, no, it will be great. Technological progress is going to help. Maybe we can even do it without using carbon taxes, just the market is going to do it on its own. Clearly, the answer is somewhere in between, but we have to have a sense of what this means in quantitative terms. Is this going to mean that other things equal, growth is lower by, say, 0.5%, or 1%, or 1.5%? And that's an issue on which we have to work, which is a highly technical, highly econometric issue, but we have to make progress on that. The second dimension is investment. And it's clear that even if we leave adaptation aside, which may cost a whole lot of money, mitigation, green investment is going to require a fairly substantial proportion of GDP. The numbers are, range from 2.5% to 1.5%. If hope to achieve a 1.5% goal that we have at this stage in terms of increase in temperature. But if we do this, then this implies much higher investment, unless it's offset by low investment elsewhere, but I don't think it will. It implies much more investment demand in the world. It implies higher real interest rates, equilibrium interest rates, which depend on saving and investment. And so it may well imply a higher real interest rate looking forward. So from the point of view of the things that I care about, which is R and G, G may be lower, R may be higher, and we have to have a sense of how big it is. Let me just see if I make that point given the time. Yes, on investment, I think there is an issue which is coming from the fact that we don't know how committed governments are, and they actually don't know themselves how committed they are. There are political constraints. And what we're seeing is that because of the large uncertainty about what governments are going to do, this is leading to much lower investment than should happen. Basically, there's an option value in waiting, which we're seeing playing out. There is a very large decrease in investment in brown energy at this point, which makes sense. But there is not much increase in investment in green energy, which we need very much. And the reason is, if you're going to invest a lot, you want to know how you're going to be eaten in the end, and many firms just don't know. So I think that's a big issue. Uncertainty about policy is a big issue. Let me just finish on the third leg of this part, which is on fiscal implications. And here, again, there are very large fiscal implications from the fight. And there's actually a major issue, which is that there are two ways to achieve more or less the same result. One is slightly better than the other. The first is carbon taxes, or the equivalent, which basically brings revenues. And then the other is subsidies, which doesn't quite do the same thing, but comes close, but costs money. And some countries are going one way, and some countries are going the other way. So the European Union is going more in the direction of carbon taxes and carbon revenues, and the US in the recent Inflation Reduction Act has gone entirely the way of subsidies. Now, in one case, actually it brings in money. You have to spend some on redistribution, but it brings money. The other is very costly, and the orders of magnitude are very large. So from a fiscal point of view, it makes a gigantic difference which way you go. And I think we have to push the idea that the tax solution, as politically difficult to sell, is better than the subsidy issue. There's another dimension between taxes and subsidies, which is that one helps firms and the other hurts firms. So from the competitiveness, that's also a very big issue. Let me briefly turn to the other issue. And again, here it's just questions. I really don't have any of the answers, just a plea for
more work on it so that we have a better sense of where we're going. It seems to me that there is a very large number of forces leading to a slowdown in globalization or even an increase in deglobalization. And let me just make the list. So the first one is domestic considerations. I mean, I think that the link between trade and inequality, which is there. We know that automation is probably a more important factor, but trade is important, very salient, and is now more and more perceived as an issue in terms of inequality. The discussion of a China shock in the US, which came from academia, but is now in the public discourse, is an example of that. And that leads to a very strong push to basically protect various industries in order to decrease inequality. It may not be the right fight, it is probably not the right fight, but it is relevant. The second, again, domestic issues, I think there is more and more belief, and partly right, that countries need industrial policies. So Philippe has been exploring what industrial policy should be. In practice, it's probably not the way it's going to happen. It's going to happen by helping some specific industries. And that again leads to deglobalization. And it's going to be very hard to avoid. The third one is security issues. I remember discussions maybe half a decade ago about Chinese refrigerators having chips in them, which allowed the Chinese to spy on what Americans were doing. It's a caricature, but security leads you also to limit the amount of imports that you think might be subject to issues like this, manufacturing import. The fourth one, is it the fourth one? Fifth one, geopolitics. And here I'm all aware of the tensions between US and China and the restrictions on exports of goods from the US to China, exports of technologies, in particular in the domain of nanotechnologies. And that again leads to deglobalization. And then the last one is global warming, which is that if countries go at different paces, then it creates inequality in terms of competitiveness. And again, I've talked about it in the context of countries which use taxes and countries which do nothing or use subsidies. And what this leads to is the introduction of so-called CBAMs, carbon border taxes. And it is going to be a total mess. It is going to be used to basically favor some industries, even in the best of cases. So I think for all these reasons, deglobalization is probably coming. And I think there are kind of two issues for us economists to work on. The first one is the normative one, which is we cannot just say, oh, free trade is great and you just do redistribution and there is no issue, which was kind of a Washington consensus that Philippe was referring to. It is not the case. We have to take some of these considerations seriously. Some of them have little merits, but some of them have merit. And we have to redefine what, for example, the WTO should be doing. And then the descriptive aspects, I think this is going to lead to very large losses. There is a puzzle in the literature, which is the gains from trade, when they're estimated, are not gigantic, which by implication would mean that the losses from trade decreasing would be small. I'm skeptical of the first result. I'm skeptical of the second result. I suspect that a world with much less good trade in goods is a world with much lower productivity, much lower output, and that's very costly. And it raises other questions about growth strategies, which is that a number of emerging countries, for example, had decided that the way to become richer was to enter a supply chain at the lowest echelon of the ladder and then move up the ladder. And some countries have done it very, very well. But it's going to be increasingly difficult if there is reshoring, if there is friendshoring. And some of these countries may be left in the dark and not be able to basically follow what the growth model has been for emerging market countries and some
low-income countries. So I think these are enormous issues. We're just starting to think about them, but we have much more work to do. And let me leave it at that and give the floor back to the panel. Vous avez le bouquin. Parfait, merci beaucoup. Merci beaucoup, bonsoir à tous. Il se fait tard, étant la dernière oratrice avant la keynote lecture de Joe Stiglitz, je vais essayer d'être brève, mais je voudrais quand même, je dois dire que je suis restée toute la journée dans cet amphithéâtre et j'ai été vraiment, je veux dire, impressionnée par les hommages qui ont été rendus à Jean-Paul Fitoussi, qui évidemment mérite tous ces hommages. Et je voudrais juste apporter ma petite pierre à ces hommages en disant que j'ai été vraiment... Jean-Paul est venu me voir à l'OCDE à un moment donné, 10 ans après le rapport Stiglitz, Sen-Fitoussi. Il s'est dit, tout ça c'est bien, on a avancé, on a fait des choses, mais il reste beaucoup de choses à faire et il serait bien de voir où on en est et de poursuivre les travaux. À l'époque, j'étais la chef statisticienne de l'OCDE et un peu comme disait Julia Cagé, comment ça se fait que Jean-Paul se soit accoquiné avec Nicolas Sarkozy. Le fait qu'il vienne à l'OCDE, ça pouvait paraître un peu bizarre à l'époque, mais il se trouve que l'OCDE avait été très associée en fait à la commission Stiglitz, puisque mon prédécesseur Enrico Giovannini était un des membres. Et il y avait 2 rapporteurs aussi de la commission qui venaient de l'OCDE. Donc en fait, il est venu me voir en me disant « Est-ce qu'on pourrait continuer ces travaux ?» On a essayé, par la voie institutionnelle, de proposer ça à l'OCDE, et Joe peut en parler, et en fait, ça s'est avéré extrêmement difficile. 10 ans après la commission Stiglitz, les sujets étaient intéressants, mais ça n'avait pas vraiment, on avait fait des progrès, mais ça n'avait pas vraiment percuté au niveau des politiques économiques. Comment traduire ces nouvelles mesures et les utiliser vraiment dans la politique économique? Et c'est, je crois, ce que souhaitait Jean-Paul, c'est-à-dire en se disant, c'est bien, on mesure de nouvelles choses, on est passé du PIB au bien-être, mais so what? Est-ce que ça a changé la vie des gens? Est-ce que les politiques se sont alignés et ont utilisé ces nouvelles mesures pour prendre des politiques qui sont plus en accord avec ce qui compte pour les gens? La réponse à l'époque était probablement non, donc il voulait continuer ces débats. Alors, avec un petit groupe, on s'est dit, bon, institutionnellement, ça va être très compliqué, on ne va pas pouvoir le faire à l'intérieur de l'OCDE, mais on va accueillir un groupe d'experts qui s'est appelé le High Level Expert Group, HLEG, qui n'est pas devenu une commission. Et on a quand même réussi à trouver des moyens, des ressources, à mettre en place ce groupe, à avoir un certain nombre de gens qui nous ont suivis, de gens éminents, de professeurs qui avaient fait partie de la commission Stiglitz et d'autres. Et les autres, c'est Jean-Paul qui les a convaincus de venir nous rejoindre. Et petit à petit, on a fait une coalition des willing et on a réussi à poursuivre les travaux. Je vais y revenir dans un instant, je vais vous indiquer dans quelle direction. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que Jean-Paul était très déterminé. Ce pouvoir de conviction dont on a beaucoup parlé aujourd'hui a été très fort. Et en fait, il nous a tous réembarqués pour un deuxième round, une deuxième mi-temps après la commission Stiglitz pour continuer avec le groupe d'experts. Alors, donc j'ai eu l'honneur et le privilège de co-présider ce groupe d'experts avec Joe et avec Jean-Paul. Et en fait, l'idée, c'était de continuer, de poursuivre les travaux sur la mesure et la mesure de ce qui compte. Et donc d'aller au-delà du PIB. Ce qui compte pour qui? Ce qui compte pour les gens. Je crois que ça a été dit vraiment plusieurs fois encore aujourd'hui, c'est que Jean-Paul s'intéressait aux gens. Il voulait que ça change la vie des gens, que les gens voient les conséquences sur leur vie de tous les jours. Et donc, on est reparti du même point de départ, c'est-à-dire que quand on veut
évaluer le succès d'un pays, la santé d'un pays, il ne suffit pas de regarder la croissance. Philippe vient de nous le dire très, très éloquemment. Ça ne suffit pas. Il faut regarder en gros la croissance de quoi et la croissance pour qui. Et donc, ces travaux et l'idée, c'était de dire que si on ne mesure pas ce qu'il faut, ce qu'il convient, eh bien, on ne va pas prendre les bonnes décisions, puisqu'on n'aura pas le bon thermomètre. Donc, il fallait passer de ce mauvais thermomètre qui était le PIB, sans évidemment le jeter, comme on dit, le bébé avec l'eau du bain, mais le compléter avec toute une série d'indicateurs qui permettaient d'avoir une véritable image de la santé du pays et de la santé de l'économie. Donc, ça voulait dire regarder, passer du PIB au bien-être des citoyens, et pas que le bien-être matériel, ça c'est très important, pas que le bien-être matériel, aussi tous les aspects liés à la qualité de la vie, comment ce bien-être est distribué, et surtout, est-ce que ce bien-être est durable. Et passer par ce côté durable, c'était ce qui a été aussi évoqué aujourd'hui, c'était de ne pas se contenter de regarder les flux, mais de s'intéresser au stock, et au stock économique, au stock de ressources naturelles, au capital social, quelque chose qui tenait vraiment très à cœur à Jean-Paul, et évidemment au capital naturel. Et ce changement de perspective était absolument crucial, de façon à restaurer la confiance que les citoyens ont dans la capacité des gouvernements à effectivement résoudre leurs problèmes. Et donc, je crois que la crise du Covid a illustré ça de manière extrêmement forte, c'est-à-dire qu'au moment du Covid, évidemment, ce qui comptait, ça n'était pas la croissance à l'époque, c'était la santé comme l'élément essentiel de bien-être. On a vu aussi que ce qui comptait, c'était les relations sociales, le fait de ne plus se voir, le fait de confiner chez soi, ça a créé un mal-être profond. Et quand on regarde les données sur une des dimensions de la santé, qui est la santé mentale, on voit que ça a touché beaucoup de gens et que, en particulier, les jeunes les étudiants ont été affectés. Ce qui veut dire que tous ces éléments-là, il faut les mesurer correctement et il faut avoir un sens de où on en est dans toutes ces dimensions du bien-être. Mais même si on se concentre sur le bien-être matériel, et en ce moment on en parle beaucoup parce qu'il y a les pertes de pouvoir d'achat dues à l'augmentation de l'inflation, je voudrais juste vous montrer un graphique qui montre que ça ne suffit pas de regarder ce qui se passe au niveau du ménage moyen, comment l'inflation touche le ménage moyen. Si vous regardez cette slide, elle montre comment l'inflation actuelle, depuis l'année qui vient de s'écouler, touche les différents types de ménages. Et on voit que en fait, le choc du coût de la vie touche essentiellement, particulièrement, les ménages évidemment à faible revenu, mais aussi les ménages qui vivent dans les campagnes, non pas dans les villes, mais dans la ruralité. Et ça rejoint le débat des Gilets jaunes. Si on ne s'intéresse pas à ces gens-là, et si on fait des politiques qui réduisent le coût de l'inflation uniformément sur tous les ménages, eh ben, on va se tromper parce qu'on n'aura pas regardé ce qui se passe de manière plus fine, les inégalités que génère cette crise de l'inflation. Un autre graphique que je voudrais montrer pour dire que pourquoi c'est important pour les gouvernements de s'intéresser à ça. Parce que l'OCDE vient de conduire une enquête sur la confiance auprès de 21 pays qui ont accepté d'y participer. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a seulement 40% de la population dans les pays de l'OCDE qui font confiance dans les gouvernements pour répondre à leurs préoccupations. Et si on regarde encore de manière plus fine, on s'aperçoit que les jeunes, les personnes qui ont à revenus faibles, ceux qui sont peu sécures financièrement, ceux qui sont peu éduqués, tout cela ont des niveaux de confiance encore plus bas que la moyenne des 40%. Donc, la commission Stiglitz avait été un vrai wake-up call, comme on dit. Il faut changer le thermomètre et avoir un GPS beaucoup plus large. Et les recommandations de la commission Stiglitz, c'était qu'il fallait prendre mieux en compte tous les aspects de la qualité de la vie, à savoir l'éducation, la santé, la qualité du travail, évidemment l'équilibre travail et loisirs,
mais aussi les connexions sociales, etc. La distribution et la soutenabilité, comme je l'ai dit, mais reconnaître aussi que c'était multidimensionnel le bien-être. On ne peut pas arriver à un indicateur de bien-être qui va être l'indicateur qui va remplacer le PIB. Alors je dois dire que ce rapport Stiglitz, il a été pris très au sérieux par les statisticiens. Dans la plupart des pays de l'OCDE et au-delà, dans beaucoup de pays, en particulier en Amérique latine, tous les instituts statistiques se sont mis à suivre les recommandations de la commission Stiglitz et à produire des indicateurs de bien-être de très bonne qualité. C'est-à-dire que ce n'étaient pas des indicateurs qu'on trouvait comme ça, des back of the envelope, etc. C'était vraiment un effort méthodologique qui a été très important pour développer ces indicateurs de bien-être. L'INSEE en France a été l'un des premiers instituts à se lancer dans le développement de ces indicateurs de bien-être. À l'OCDE, on a développé un cadre qui justement reprenait ces dimensions de qualité de vie, de distribution et de soutenabilité pour développer des indicateurs comparables pour tous les pays qu'on a publié dans une publication qui continue d'ailleurs, qui s'appelle How's Life Measuring Wellbeing. Eurostat a été aussi active et puis les Nations Unies, avec on peut dire les objectifs du développement durable, ont suivi. 10 ans après, il fallait quand même faire le point où on en était. Et là, quand on a créé ce groupe d'experts, on s'est rendu compte qu'il y avait encore des dimensions ou des mesures qui n'étaient pas suffisamment développées dans un certain nombre de domaines. En particulier, tout ce qui touchait à la vulnérabilité financière, la question de l'inégalité, mais inégalité des opportunités. Quand Philippe a parlé de l'éducation et comment ça se transmettait de parents à enfants, c'est un sujet central. Ce n'est pas juste les inégalités de, revenus, de résultats qui comptent, mais c'est vraiment les inégalités à la base, celles qui se créent dès l'enfance. La question de la mobilité sociale, qui est très associée à ça, la question de la confiance et la question de la résilience. Et on a publié 2 rapports en 2019, l'un qui s'appelle Measuring What Counts, The Global Movement for Wellbeing, a summary of the group, what the group did, et l'autre qui s'appelle For Good Measure, an Agenda for Moving Beyond GDP, et qui était une collection de chapitres par les différents membres de ce groupe. Et juste pour illustrer, et peut-être pour terminer, parce que j'ai déjà parlé longtemps, donc après, juste pour vous montrer le sort de résultat qu'on obtient quand on change effectivement le thermomètre sur la question de la vulnérabilité financière. L'idée, c'était de regarder à la fois la distribution, non pas que la distribution de revenus, mais la distribution conjointe de revenus et de patrimoine. Et on s'aperçoit un chiffre qui a choqué tout le monde, y compris parmi les membres du groupe d'experts qui se réunissaient, c'est que dans les pays de l'OCDE, donc les pays riches, plus de 30% des individus sont en fait vulnérables financièrement. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas pauvres, mesurés par les mesures de pauvreté. La pauvreté en moyenne dans les pays de l'OCDE, c'est autour de 11-12%, la pauvreté relative. Là, on parle de ceux qui n'ont pas, en fait, suffisamment de revenus n'ont pas suffisamment de patrimoine liquide pour ne pas tomber dans la pauvreté après 3 mois d'un choc de revenus, justement. Donc, n'ont pas suffisamment de buffer pour ne pas risquer de tomber dans la pauvreté, ne pas vivre plus de 3 mois sans tomber dans la pauvreté. Un chiffre qui nous a tous choqués. Donc, ce qui veut dire que c'est en regardant ce genre d'indicateurs qu'on peut affiner les politiques. De la même façon, et ça, tu as parlé, Philippe, des réformes des retraites, quand on voit de la même façon ce genre d'indicateur qu'on a développé, qui est les gaps de longévité dans l'espérance de vie des gens qui sont peu éduqués par rapport à ceux qui ont un niveau d'éducation élevé, en moyenne dans l'OCDE, pour les hommes, c'est 8 ans. On sait qu'il y a de fortes disparités d'espérance de vie. Mais quand on fait une réforme de retraite, si on ne prend pas en compte ces disparités d'espérance de vie, c'est sûr qu'il n'y aura pas d'acceptance sociale. Et c'est sûr que les gens ont raison de se dire que la moyenne, forget about the average. Il faut vraiment regarder beaucoup plus en détail. Alors, pour conclure, je voudrais dire que les statisticiens ont fait leur job.
j'essaie de défendre un peu la profession là, en faisant le travail de donner les métriques nécessaires. Ce qui manque, à mon sens, Joe, je sais, est beaucoup plus optimiste que moi, mais ce qui manque, à mon sens, c'est le fait que très peu de pays se sont emparés de ce nouveau GPS pour en fait changer la façon de faire les politiques et de les faire de manière holistique, c'est-à-dire de regarder, ce que tu disais, Philippe, quand on prend une mesure dans un domaine, quels sont les impacts dans les autres domaines du bien-être, de façon à ne pas laisser des gens sur le carreau. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui, à part quelques pays, comme on cite toujours les mêmes, la Nouvelle-Zélande, la Finlande, certains des pays nordiques, plus récemment l'Australie qui s'engage sur cette voie, qui ont vraiment mis au cœur, par exemple, de leur processus budgétaire, de regarder et de nous donner le Trésor, enfin le ministère des Finances n'accepte de financer des réformes dans un domaine que si les mesures, les études d'impact ont été faites qui montrent que ça ne va pas décroître le bien-être d'autres populations ailleurs. Et ça, je pense que malheureusement, ça n'est pas encore acquis et c'est quelque chose que, évidemment, en France, avait été tenté avec la loi SAS et les 10 indicateurs de richesse, mais qui n'a pas abouti. Et donc, j'espère que, on va avancer, mais que les économistes aussi, dans la façon dont ils enseignent l'économie à leurs étudiants, dans la façon où ils appréhendent les choses, et ça, c'est Jean-Paul, je crois, ça lui tenait beaucoup à cœur, la formation des jeunes économistes et une vision plus large des choses que juste les théories de la croissance, mais passons maintenant à des théories du bien-être. Merci beaucoup.